Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. C'est l'heure d'aller rejoindre mes éminents collègues du bureau parlementaire, Nicolas Lachance et Marc-André Gagnon. Bonjour. Bonjour. Salut. Grosse semaine encore ici à Québec. Un peu moins grosse que les semaines précédentes, puis sûrement plus grosse que la semaine qui s'en vient, parce que ça va être une semaine de Pâques bien tranquille. Mais pour finir cette semaine-là, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que François Legault veut encore parler à la presse parlementaire? On commence par toi, Nico. Ben, ça fait 2 semaines d'affilée que les seules fois où il aura parlé aux médias, ça sera à l'extérieur, ça aurait été à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Donc, est-ce qu'il craint les correspondants parlementaires? Je ne sais pas, mais il a l'air de les éviter. Même à l'Assemblée nationale, les seuls, Marc-André pourra en témoigner, là, mais et j'étais sur place hier lorsqu'il a parlé de la victoire du Canadien contre l'Avalanche, au lieu de commenter l'actualité. La promesse sur la taille de l'État. Exactement. Donc, il évite du moins les sujets et les questions des journalistes. Marc-André, là-dessus, tu étais là toi aussi dans les couloirs cette semaine? Oui, puis on se souvient qu'en début d'année, François Legault nous avait dit aux journalistes, mais aussi surtout à ses députés, qu'il souhaitait éviter les distractions en 2024. Ben, j'ai comme l'impression que les distractions, ça semble être synonyme pour François Legault des correspondants parlementaires. Ah oui. Ça fait plusieurs semaines que, il se limite à répondre aux questions des journalistes une seule fois par semaine, mais à l'extérieur de l'enceinte parlementaire, parfois dans sa circonscription ou encore à d'autres endroits. Puis hier, comme Nicolas le racontait un peu, effectivement, lorsque des collègues l'ont questionné sur sa promesse de réduire la taille de l'État, ben il nous a parlé de hockey. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Et j'ai tweeté sa réponse sur X. Et c'est incroyable, Antoine, le nombre de commentaires, de réactions que les gens ont eu à ça. Ah ben là, Marc-André, à chaque fois qu'on écrit quelque chose sur X, on reçoit un char de... Je l'ai pas dit. Mais... oui, mais là, c'est pas moi qui reçois les insultes, c'est François Legault. Ah oui. En ce sens où, on voit les chiffres aussi, là, le nombre d'impressions qu'un tweet peut avoir. Et ce tweet-là est pratiquement viral dans une certaine mesure. Puis vraiment, les gens trouvent que François Legault agir de cette façon-là, c'est de l'arrogance. Alors, je ne crois pas que ça serve sa cause. Et il n'est pas le seul élu de la CAQ à éviter... les correspondants parlementaires, là, on peut parler de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui longe les murs. Elle est pratiquement absente depuis le début de l'année. C'est à se demander si elle a encore le goût de venir défendre les intérêts du gouvernement. C'est elle qui était toujours amenée en avant-scène lorsqu'il y avait des débats publics, lorsque le gouvernement avait besoin de quelqu'un pour venir défendre un projet de loi, venir défendre un geste que le gouvernement avait posé, qui peut-être pouvait porter à confusion ou pour lequel il y avait énormément de critiques. Elle n'y est plus. Cette semaine, c'est d'ailleurs Monsieur Simon Jolin Barrette qui est venu commenter l'actualité. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu se présenter de la sorte devant les médias pour un peu, on connaît le personnage, être capable d'éviter les pièges. Il est très bon pour éviter les pièges. Est-ce qu'on a décidé de retirer Mme Guilbeault? Dernièrement, c'était peut-être un petit peu plus difficile face à la presse parlementaire. Elle qui est une experte des communications, il faut quand même le souligner. Mm-hmm. Ben, je pense que ça va dans la trame d'essayer d'éviter les distractions. Et une de ces distractions, c'est le troisième lien. Alors, Oui, ça, c'est sûr. On va en reparler tout à l'heure. Mais justement, Geneviève Guilbeault, qu'est-ce qui se passe avec elle exactement, selon vous, Nicolas? Ben, certains diront qu'elle travaille très fort sur son projet de loi pour créer l'Agence des transports. Ça reste que la bonne humeur qu'on lui connaît dans les corridors, lorsqu'elle croise des gens, est disparue. Donc, c'est quand même quelqu'un qui laisse personne indifférent lorsqu'elle se présente devant les gens. Elle a habituellement une personnalité très flamboyante. Elle s'est dissoute présentement. Elle est bête avec les gens lorsqu'on lui pose des questions, avec les journalistes lorsqu'on lui pose des questions. Elle refuse de répondre aux questions. Elle continue son chemin. Elle faisait semblant d'avoir
pas entendu les questions. C'est pas son genre. Mhm. Simon Jolin Barrette, lui, dépose projet de loi après projet de loi. Oui, et faut quand même lui donner. C'est ça. Les réussites de la CAQ sont signées Simon Jolin Barrette depuis le début de ce mandat-là, même du précédent mandat. Marc-André? Et par ailleurs, je pense qu'il faudrait être aveugle pour ne pas voir que Geneviève Guilbeault, comme ministre des Transports, a un parcours très difficile. C'est quand même elle qui a enterré la promesse du troisième lien routier il y a presque un an, jour pour jour. Promesse que finalement François Legault a déterrée au lendemain d'une défaite difficile dans Jean Talon. On se rappellera de Geneviève Guilbeault qui joue à un jeu, je pense que c'était il y a un an, lors de l'exercice des crédits budgétaires. Et bon, combien d'autres épisodes difficiles, ces images d'elle qui n'étaient pas attachées, qui lui ont fait mal, etc. Et on pourrait continuer comme ça, la liste est longue. Moi, je pense que s'il y a un remaniement, je serais étonné que Mme Guilbeault reste au transport et je me demande si elle souhaite y rester. Parce en tout cas, on avait entendu qu'après l'élection, la réélection de la CAQ, que c'était Mme Guilbeault qui avait démontré un intérêt pour les transports. Je suis pas certain que l'intérêt soit encore aussi grand comme Nicolas le disait. Là. Mais dans son bulletin, ça serait un échec parce que Mme Guilbeault voulait un portefeuille important qui pouvait peut-être lui faire monter les échelons au sein de ce gouvernement-là. Donc, si elle se fait retirer le transport à peine, c'est quoi, 2 ans, même pas, à la tête du ministère des Transports. Et ça serait encore un autre échec à la tête du ministère des Transports, sauf François Bonnardel, là, qui aura fait un mandat complet. Là. On s'entend que ça passe les uns après les autres dans ce ministère-là. Même sous les libéraux, ça avait été difficile. Mais pour parler transport, à la SAC, il y a un projet de reconnaissance faciale. T'en avais parlé il y a quelques mois, Nicolas, ça avait été tout de suite enterré parce que c'était coïncident avec l'histoire de SACLIC, c'est un autre projet informatique qui fonctionnait mal. C'est justement Geneviève Guilbeault qui avait tué ça dans l'œuf. As-tu un commentaire de Geneviève Guilbeault sur la reconnaissance faciale? Non, et dans les corridors, on m'a dit que ce n'était pas son dossier. Et encore une fois, on lui le remet entre les mains de M. Éric Kerr, le ministre de la Cybersécurité et du numérique. Donc, la SAQ dit travailler en partenariat avec le ministère de M. Kerr. M. Kerr argumente que ce n'est pas un projet de reconnaissance faciale, donc c'est un projet de documentation, faire le tri des photos. Mais oui, admet qu'on va utiliser une technologie de reconnaissance faciale pour faire le tri des photos. Et c'est là que ça pose des questions. Et la Commission d'accès à l'information demande un débat public depuis 2021. Dans un communiqué hier, a réitéré qu'il demandait encore ce débat public-là et que s'il y a, et seulement s'il y a consensus, ça prendra il faudra légiférer sur la question. C'est quelque chose qui, pour eux, est très important. C'est une technologie qui est très invasive. On a eu l'impression que c'était une solution qui cherchait un problème, parce que qu'est-ce qu'on veut régler comme problème exactement avec ça? On soutient qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait plus de fraude, plus de doublons dans la banque de photos du gouvernement, mais ça ouvre la porte aussi, lorsqu'on intègre cette technologie-là, à la pousser encore plus loin, peut-être pour l'identité numérique et tout. Donc, est-ce que la Commission d'accès à l'information aura gain de cause ou finalement le gouvernement, la SAAQ, qui a la légitimité de ce dossier-là, ira sans poser la question, sans commission. Là, les libéraux ont demandé une commission parlementaire sur le sujet, il faudra voir s'il y en aura une. Est-ce qu'on se compte pas des peurs? J'essaie de me faire un peu l'avocat du diable, puis ça a été une question de Marc-André cette semaine en point de presse. Est-ce qu'on se compte pas un peu des peurs dans le sens où, moi, mon iPhone, là, il reconnaît mon visage. On dirait qu'on est tout le temps ultra sévère avec l'État qui veut faire avancer la technologie, et alors qu'on donne tout aux géants du web, même les traits de notre visage, sans poser aucune question. Marc-André, là-dessus? Ben, c'est exactement le point que j'ai fait remarquer lors des points de presse des partis d'opposition cette semaine. On est plusieurs là, à ouvrir nos iPhones avec la reconnaissance faciale. Donc, la technologie, elle est là, elle existe. Par ailleurs, je peux comprendre les inquiétudes que les gens ont. Ça demeure très invasif, hein, Nicolas, comme la Commission d'accès à l'information le dit. Et évidemment, c'est parce que ce que les gens ont en tête, c'est l'échec de la SAQ
avec sa clique. Ça fait peur aux gens. Donc, c'est normal que les électeurs, les partis d'opposition soient pas en confiance lorsqu'on parle de la SAQ qui doit amener ce projet-là. Mais dans les cartons d'Éric Kerr, hein, il y a de développer toute cette identité numérique. Moi, mon portefeuille est épais comme ça de cartes tellement que je les traîne plus toutes avec moi. J'ai 4 cartes d'hôpital différentes, même si tous ces hôpitaux appartiennent au CHU. On a un permis de conduire, tout ça. Bon, tu sais, il est grand temps qu'on ait une identité numérique au Québec, mais c'est correct de prendre le temps de le faire comme tout le monde. Mais concernant la reconnaissance faciale, je pense que Nicolas a une différence, une distinction à faire entre le iPhone. Il me l'a fait l'autre jour dans le bureau, puis j'ai trouvé ça instructif. C'est parce que c'est vrai que la technologie existe. Après ça, c'est le stockage. Donc là, on parle d'une banque de photos dans un stockage de la SAQ. Lorsqu'on ouvre notre iPhone, le seul stockage de notre reconnaissance faciale est sur notre propre appareil. Elle est là la différence. C'est que le stockage de ta reconnaissance faciale, Marc-André, elle n'est pas dans les... On sait pas, là, mais bref, c'est quand même ce qui est écrit dans les petits caractères. Elle n'est pas dans la banque de stockage de Apple. Elle est sur ton appareil à toi. Elle est là, la différence. Et c'est pour ça que même l'ex-sous-ministre à la cybersécurité, Steve Waterhouse, demande un débat public sur la question de la reconnaissance faciale au gouvernement pour qu'on comprenne le processus derrière le stockage de ces données-là qui appartiennent à chacun des Québécois. C'est principalement le point qui accroche. Je veux quand même te poser la question, Nicolas. Est-ce qu'on n'a pas le pied sur le frein à cause des renseignements personnels depuis des années, ce qui fait qu'on se retrouve encore à envoyer des fax dans les hôpitaux? J'essaie de... Est-ce que peut-être tu vas me dire que c'est une question spécieuse, mais je trouve que dans l'État québécois, on a tellement peur de cette question-là qu'il me semble qu'on prend du retard. Le retard, il est là, mais je pense pas qu'il soit là en raison des craintes des Québécois envers certaines technologies. C'est pas un excès de zèle? Non, le problème est qu'on a tellement mis dans des boîtes nos données, dans tellement d'endroits différents, dans tellement d'organisations, organismes, et pendant longtemps, jusqu'à tout récemment, ces organisations-là ne pouvaient même pas s'échanger ces données-là entre elles. Donc, maintenant, on peut faire ça. Donc, on devrait être capable d'accélérer, mais il faut tout numériser, il faut tout stocker de façon sécuritaire. C'est le transfert des données existantes vers les nouvelles technologies qui est d'une complexité totale. Tout le monde donne souvent l'exemple de l'Estonie. L'Estonie, là, ils sont en avance, ils ont une carte d'identité numérique qui scanne, qui sert à tout. C'est exceptionnel. Mais comment ça, ils ont réussi à le faire aussi rapidement? Ouais. C'est la chute du mur. Donc, eux, ils sont sortis de l'ex-URSS, là. Ils n'avaient rien, ils n'étaient rien. Ils recommençaient à zéro. C'est sûr que quand tu commences à zéro, tout va bien, tout est simple, tout est facile. Nous, on est prisonniers de nos vieux systèmes. de nos tonnes de vieux systèmes qui fonctionnent mal, qui communiquent pas entre eux. Il est là, le nœud. Marc-André, on a encore parlé du troisième lien cette semaine. Ah oui, c'était une autre semaine importante, un autre chapitre. Pourquoi on a parlé du troisième lien? Raconte-nous ça. Ouais. Bernard Drainville, qui est, bon, bien sûr, ministre de l'Éducation, mais qui est aussi ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, donc la Rive-Sud de Québec, la grande région de Lévis, et il était l'invité de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. T'étais là? Oui, donc j'y ai assisté, bien sûr. C'était un dîner? C'était un dîner. As-tu mangé? Non, parce qu'il fallait que je m'inscrive le jeudi et ben souvent dans la vie des médias, c'est que les assignations se font le matin même. Alors j'ai écrit à la chambre de commerce, je vais être là ce midi, puis là on m'a tout de suite prévenu, mais là malheureusement vous aurez pas de lunch, vos collègues oui, mais vous êtes pas inscrits. Fait que je lui ai dit alors c'est correct, je vais emmener mon McDo, puis là on m'a dit que j'avais pas le droit. Mais évidemment c'était une blague. Alors ça c'est pour la petite anecdote. Oui, on aime ça. Mais sinon, donc Bernard Drainville qui prononce un discours, c'était une façon pour lui de faire le point sur les engagements sur son bilan dans sa circonscription de Lévis. Puis je disais qu'il est ministre, mais il est aussi député de Lévis. Puis après son petit laïus, il y avait une période de questions-réponses avec la Chambre de commerce et évidemment qu'il y a été question du troisième lien, puisque sur la Rive-Sud de Québec... Il a dit que la CDPQ Infra allait sûrement proposer un troisième lien autoroutier. Pas sûrement. Il a dit... C'est acquis, mesdames, messieurs.
que dans les recommandations, dans les solutions que la Caisse de dépôt et placement va proposer en juin, puisque son rapport est attendu en juin, il y aura je cite, un nouveau lien Interrive. Et par la suite, lorsqu'il parlait, pour lui, un nouveau lien Interrive, c'était pas un lien de transport collectif comme celui que Mme Guilbeault a présenté il y a un an, presque jour pour jour, là. C'était vraiment un nouveau lien routier, pont, tunnel, on ne sait pas. Et après, lors d'une mêlée de presse, il a échangé avec les journalistes, puis il disait mais attention, là, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous ai dit, parce que dans le mandat, la lettre mandat qui a été confiée à CDPQ Infra, il est question d'un troisième lien. Mais comme je lui ai fait tout de suite remarquer, je me fais la sauce frais un en peu, mémoire. là, hein? Ouais. Ce qui est écrit dans le mandat, c'est la Caisse de dépôt et placement Québec doit proposer des solutions pour un réseau structurant dans la ville de Québec et des solutions pour améliorer la mobilité entre les deux rives. Nulle part, il est écrit, vous devez nous recommander un nouveau lien routier, là. Alors, évidemment, tout ça, ça a fait ça a amené de nombreuses réactions. Et après, Bernard Drinville a essayé de corriger le tir en disant, je voulais pas dicter quoi que ce soit. Et Mme Guilbeault, la ministre des Transports, a dû nier toute ingérence Nicolas, du gouvernement. Toi qui as déjà écrit sur la CDPQ Infra qui se penche là-dessus, ça devait être. Ça a dû mal réagir au sein de la CDPQ Infra cette semaine. Si on se fie à certaines informations qu'on a eues par le passé, il y a peut-être certains participants au bien commun, au portefeuille des Québécois qui commencent à trouver que les déposants, les déposants, par exemple, qui commencent à avoir beaucoup d'ingérence politique, alors que l'objectif de la Caisse, on se rappelle, c'est de faire fructifier la retraite des fonctionnaires et des Québécois. Et certains commencent à trouver que c'est particulier et commencent à craindre que justement, qu'on pense plus aux bons intérêts de la Caisse de dépôt et de placement. Marc-André, il y a eu des sondages aussi. Mais juste là-dessus, là, très rapidement, Antoine, c'est le troisième lien, là, c'est éminemment politique. Ouais. C'est la promesse de la CAQ que les libéraux ont décidé de promettre eux aussi à un moment donné. Ça restera toujours éminemment politique. Alors, un parti qui le promet doit avoir le courage de le faire. Et puis là, on prend le singe, on le met sur les épaules de la Caisse de placement Québec. Là, c'est sûr que ça donne l'impression qu'on essaie de politiser la Caisse. Rapidement, Marc-André, le Parti québécois a dit qu'il n'était pas sûr non plus de ce qu'il allait proposer là, pour ça. Là, hein? Aujourd'hui, oui. En fait, juste avant de quitter pour le congé de Pâques, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, sans promettre de lien routier, que vraisemblablement, il devra ajuster la mouture de son projet de troisième lien d'ici 2026, dépendamment de ce que CDPQ Infra va proposer. Alors, ça, c'est comme le seuil. C'est comme le seuil d'immigration. Il faut ajuster le seuil d'immigration aussi. Donc, M. Saint-Pierre Plamondon a beaucoup de choses à ajuster, là, semblerait-il. Il est en période d'ajustement. Pour l'instant, leur proposition, c'est toujours celle de 2022, là, c'est-à-dire un lien intérêt dans lequel il y aurait un train léger, donc uniquement de transport collectif, mais on sent qu'il ne veut pas s'attacher les mains tout de suite pour 2026, qui pourrait ajuster le projet, dépendamment d'où la CAQ en sera rendue à la fin du mandat en cours. Là. Quand on monte dans les sondages, il faut s'ajuster. Parlant sondage, et là, il ne faudra pas faire 10 minutes là-dessus, là, mais le Parti conservateur en a déposé un. Est-ce que c'est crédible, Marc-André Gagnon? Dans leur sondage qu'ils ont commandé à la firme Léger, qui est une firme crédible, là, sans aucun doute. On l'aime, nous autres, à Québécois. Là. Mais évidemment, comme client, parce que c'est le Parti conservateur d'Éric Duhem qui a commandé le sondage, ils ont un mot à dire là, sur les questions. Okay. Québec solidaire a reproché, s'est attaqué à la méthodologie empruntée dans ce sondage sur le troisième lien. Puis d'ailleurs, Éric Duhem a dit, attendez, c'est pas moi qui choisis les questions, sauf celle sur le pont de l'Orléans. Okay. Et le sondage, grosso modo, si je résume, c'est pas de demander aux gens, êtes-vous pour ou contre un troisième lien? C'est un peu comme la CAQ l'a fait dans sa consultation en ligne, qui n'est pas un sondage. Oui. Est-ce que vous croyez que telle proposition permettrait d'améliorer la mobilité dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches? À Québec, là, un lien qui passerait dans le secteur de l'île d'Orléans, comme ce que les conservateurs proposent, tu as 62% des gens
qui disent que ce serait que ça permettrait d'améliorer la situation. Puis un lien additionnel de transport routier qui inclurait du transport en commun. 70% des gens de la grande région de Québec pensent que ça permettrait d'améliorer la situation. Mais après, lorsque qu'on regarde ça de plus près, c'est 40% qui disent des gens qui disent certainement que ça améliorerait la situation, puis un 30% qui disent probablement. Donc, c'est pas très solide. Hey, merci beaucoup. Il faut se laisser là. Merci. C'est toujours très agréable, les amis du bureau parlementaire. Nicolas Lachance et Marc-André Gagnon. À bientôt. Bon congé de Bon Pâques. week-end. Merci. Ben oui, toi aussi. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est l'heure de la chronique Consti, puis il y a des semaines comme celle-là où la chronique Consti tombe. Elle tombe toujours bien, mais il y en a quand même des semaines où elle tombe encore mieux parce que, bonjour Patrick Taillon, Bonjour, notre Antoine. chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Grosse annonce en habitation et en logement hier de la part du gouvernement Trudeau. On peut dire que c'est en dehors de ses champs de compétences. En tout cas, c'est ce qu'ici à Québec a été dit par le gouvernement du Québec. Tu vas faire les nuances qui s'imposent. Là. Il y a peut-être des choses dans le plan Trudeau qui a été déposé. On n'a pas tous les détails parce que c'est un plan qui va être finalement détaillé dans le budget. Alors, est-ce que c'est quand même un envahissement assez important dans les champs de compétences du Québec? Oui. Et comme toujours en matière de partage des compétences, il y a un projet, mais il faut quasiment prendre morceau par morceau. Parce que si ça va devant les tribunaux vont pas dire le projet au complet est inconstitutionnel, ils vont le regarder morceau par morceau. Ouais. Et on peut aller peut-être du moins pire vers le pire. Mais avant, il faut pas négliger l'emballage dans lequel on met ces règles-là. Hein? On appelle ça une charte du locataire. Ça a une portée symbolique et ça permet d'enrober dans le vernis des droits fondamentaux, de cacher un peu le problème de compétence. De toute façon, les droits fondamentaux, tout le monde est pour ça et d'une certaine manière, ça donne en tout cas du souffle à l'annonce. Cela dit, le fédéral a déjà participé à l'adoption d'une charte constitutionnelle ambitieuse qui est maintenant la charte de toute la fédération, la charte canadienne, mais il en a adopté d'autres comme la charte des voyageurs, qui n'a pas tout à fait la même envergure. Fait qu'on verra bien à la fin de la journée si c'est vraiment une charte qui a du tonus. Dans cette charte, il y a des affaires que le fédéral a le droit d'adopter. Quand il dit « Moi, je veux que les banques et les agences qui font les notations, les évaluations de crédit intègrent dans leurs calculs chaque paiement fait par les locataires. » Ben là, on peut dire, ce que le locataire fait, c'est à Québec de gérer ça, mais les banques, c'est à Ottawa. Fait que fort probablement que sur une mesure comme celle-là, un juge qui serait saisi de la mesure dirait, ben oui, le fédéral est compétent sur les banques, la question du crédit, c'est pas impertinent. Okay. Après ça c'est le propre du fédéralisme canadien. C'est un Far West avec une apparence de règles de droit, mais le nombre d'échappatoires pour contourner le partage des compétences est assez important. Et il y a une partie de l'annonce qui utilise les échappatoires habituels. Donc, quand le fédéral dit « Moi, je vais dépenser 15 millions pour créer un fonds », ben oui, ça viole l'esprit du partage des compétences. Mais comme c'est simplement des dépenses de fonds publics, fort probablement que les tribunaux n'interviendront pas. Et c'est un fonds de protection des locataires qu'on annonce. Un fonds d'aide à la contestation judiciaire, Antoine. Et là, on voit le modèle avec la charte parce que on le connaît, le fonds canadien, il est administré à l'Université d'Ottawa. Et c'est un fonds qui cherche à donner de l'argent à la société civile pour qu'elle introduise des contestations. Puis on voit l'effet structurant que ça peut avoir parce que sinon, tu n'as pas l'accès à la justice. Alors là, on peut donner à des associations de représentation des droits des locataires de l'argent, des millions, pour introduire des contestations contre les locataires, mais peut-être aussi pour contester des lois provinciales. Donc ça, c'est l'idée que le fédéral finance les contestations des autres pour attaquer les lois provinciales. Ça viole l'esprit du fédéralisme. C'est pas du tout un esprit de coopération, mais bon,
fort probablement que sous l'angle du partage des compétences, du pouvoir fédéral de dépenser, les tribunaux ne se mettront pas le nez là-dedans non plus. Et là, on arrive à ce qui est probablement la gaffe du gouvernement Trudeau, c'est-à-dire ils vont dans un terrain où ils sont beaucoup plus vulnérables. Les autorités fédérales sont plus vulnérables lorsqu'ils disent « nous voulons obliger », donc là, on ne veut plus dépenser de l'argent, on veut imposer une obligation aux locataires de fournir le montant des loyers antérieurs. Alors moi, je ne sais pas si la mesure... Mais c'est déjà dans la loi de France-Hélène Duranceau aussi. Oui, mais le Dominium domine, puis lui, qui a une loi dans une province, mais qu'il ne l'est pas dans l'autre, ça l'amène à vouloir agir. Donc, effectivement, moi, je ne suis pas sur le fond de l'affaire. La règle en tant que telle, elle a sûrement un intérêt. J'en suis pas spécialiste. Mais l'idée, c'est que c'est au Québec de décider si on veut une telle règle. Ben oui. Et donc, du moment où ils vont introduire ça... Ben, c'est censé être ça, le fédéralisme. Oui. Et donc, l'unité dans la diversité. Et donc, pour créer cette obligation-là, ils vont être obligés de l'introduire dans une loi. S'ils l'introduisent dans une loi, ben là, on peut l'attaquer et on aurait vraiment de bonnes chances. À moins qu'ils soient ratoureux, comme ils le sont souvent, ils pourraient dire non, on veut que les provinces obligent les locataires et s'ils ne le font pas, on va leur couper du financement. Comme quoi, les moyens d'agir d'Ottawa sont quand même, peuvent toujours contourner. C'est comme sur les questions de santé. Exactement, c'est le chantage à l'argent qui étouffe fiscalement les provinces depuis des années. Mais admettons qu'ils auraient l'audace de le mettre dans la loi sur le budget, qu'il y a une loi fédérale qui impose des obligations aux locataires. Je pense que pour le Québec, ce serait le temps et ce serait une occasion là, d'utiliser ce que moi j'appelle un petit trésor caché dans la Constitution de 1867. Oh, c'est ça la proposition. Exactement, une disposition dont on parle beaucoup dans le milieu de la recherche, mais assez peu dans le milieu politique, puis au fond les citoyens connaissent pas du tout. Alors c'est un peu obscur, je prends une seconde. Moi j'ai déjà fait la une du Devoir avec cette question. Oui. C'était l'article 94. Exactement, l'article 94, qui est vraiment une disposition inutilisée jusqu'à présent. Il faut comprendre qu'en 1867, là, je ne veux pas faire un trop long cours d'histoire, mais ce qu'on hésitait à faire, là, c'est faire une vraie fédération ou faire du Canada un mini-empire britannique. Et donc, il y a ce que moi j'appelle avec d'autres des dispositions un peu exorbitantes du fédéralisme dans le texte de 1867. La base, c'est on fait une fédération, mais une fois de temps en temps, on crée un pouvoir pour Ottawa qui est un peu un équivalent de ce qu'aurait le Parlement de Westminster à l'endroit de ses colonies. Et là, l'article 94, c'en est un. Comme le pouvoir de désaveu, par exemple, qui est tombé en 18. Pas notre sujet d'aujourd'hui, mais qui est exactement l'incarnation même de ce qu'est un pouvoir exorbitant. Alors, et 94, c'est un peu l'inverse. 94, c'est un pouvoir exorbitant pour le fédéral d'uniformiser le droit privé. Donc, c'est un pouvoir exorbitant parce qu'on dit le fédéral pourra uniformiser ce qui est de la compétence des provinces. Et dans la négociation, on a dit, ouais, mais attention, là, le droit privé, depuis l'Acte de Québec, c'est la tradition française devenue code civil au Québec. L'Acte de Québec, c'est 1774. Donc, c'est le fondement d'une des dimensions de la spécificité du Québec, le fait que nous sommes dans une tradition juridique civiliste et non pas dans la tradition juridique de common law. Et donc, lorsqu'ils écrivent le pouvoir exorbitant d'uniformiser le droit privé, donc le droit du logement, c'est l'exemple qui est devant nous cette semaine, ils disent le fédéral pourra uniformiser. Donc ça, c'est pas bon pour Québec. Mais ils disent seulement dans les provinces de common law. Et donc, l'article 94, c'est la reconnaissance que le Québec n'est pas une province comme les autres. C'est comme une vraie société. Et c'est ce que disent. C'est un élément d'ailleurs de la définition de la société distincte dans l'accord du Lac-Mead, bon, qui n'a pas été adopté, mais ça s'inspirait de cet article 94. Exactement. Et c'est ça un peu le problème avec ce genre de petits trésors cachés, où on en parle souvent ici dans la chronique. La différence entre le texte puis la règle de droit, c'est que le texte, il est là. On voit tout ce qui veut dire quelque chose. On voit le potentiel. On voit au fond que 94, si on lui donnait tout le potentiel qu'il peut avoir, ça pourrait être la reconnaissance du Québec comme société distincte comme on le souhaitait dans Meach. Mais encore faut-il qu'il y ait un juge qui lui fasse dire cela.
Et donc, par exemple, Marc-Antoine Adam, qui est, je crois, cadre dans la fonction publique, mais a mené plus jeune des recherches universitaires de grande importance. Il a publié un article très important pour décrire tout le potentiel de cet article 94. Mon ami et collègue Guy Laforêt ne cesse de dire que cet article-là devrait être davantage utilisé. Ils ont tous raison. Mais encore faut-il trouver la configuration factuelle, la mise en scène judiciaire qui nous permettrait d'arriver puis de dire à un juge, allez, prononcez-vous sur 94. Et là, on l'a devant nous. Mon Là. Dieu, mais on a du droit du le logement, gouvernement... le code civil, Ben un oui, fédéral qui veut uniformiser, ben oui. qui veut uniformiser sans respecter l'article 94. Et donc, je trouve qu'on aurait une belle démarche de contestation judiciaire où on pourrait mettre à l'épreuve l'article 94 dans ce qu'un autre premier ministre du Québec aurait appelé des conditions gagnantes, là, si je peux dire, dans des conditions Ben favorables. oui, mais le gouvernement Legault arrête pas de se chercher des options, hein? Et ça en est une belle. Donc, c'est une belle proposition. Appelons ça Oui, l'option Taillon. En tout cas, il y a un potentiel dans cet article 94. Taillon C'est Adam ça. Laforêt, pardon. Très bien. Notre deuxième thème maintenant, les juges de la Cour du Québec qui se poursuivent entre eux. Donc, il y a vraiment une bisbille à la Cour du Québec, incroyable. Puis, oui, il y a peut-être des conflits de personnalité, mais c'est peut-être aussi politique. Oui, là, la saga, on peut plus la résumer tellement elle a de chapitres. Mais on connaît, OK. ça a commencé lorsqu'il y a eu la dynamique sur les violences sexuelles et familiales, où le législateur québécois, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a voulu imposer des obligations aux juges, à la magistrature en la matière. Et là, il y a eu un réflexe, on peut dire, d'indépendance judiciaire ou de corporatisme judiciaire. Ça dépend comment on regarde ça, de se braquer un peu comme ça. Et là, a commencé toute la saga, le conflit entre la juge en chef Rondeau et le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette. Il y a Ministre. plusieurs chapitres, celui sur les juges Ouais. bilingues, on en a souvent parlé. La grève des horaires, là, ce que j'appelle la grève du zèle, où les juges de la Cour du Québec, après avoir eu des gains salariaux, Ça c'est serait trop long à long résumer. à... Ce qu'on apprend, Mais c'est une vieille... Retenons que ça. c'est une vieille querelle, puis je pense que là, il y a un nouveau juge en chef Oui, depuis et- cet automne à la Cour du Québec. Lui a fait la paix assez rapidement avec le gouvernement du Québec, puis ça a l'air à ne pas faire l'affaire, surtout sur la question du bilinguisme, chez c'est ça. une des Le juges. nouveau chapitre qui s'écrit devant nous est difficile à décoder parce qu'il y a un aspect, je ne veux pas dire qu'il relève de l'intime, mais il y a un arrêt de travail, un congé de maladie, qui est suivi d'une démission et d'une poursuite en harcèlement au travail. Fait que là, ce bout-là, là, qui peut savoir? Une poursuite de Oui, 434 000 le harcèlement coûte cher c'est pas rien. ici, quoique si c'est associé à des pertes salariales, les juges gagnant de gros salaires, peut-être que ceci explique cela, mais Ah donc, oui. il y a de tout ce versant-là qui est hyper délicat et qu'au fond, on pourra connaître seulement lorsque le litige se rendra à son terme, s'il se rend à son terme. Mais il y a des faits qui Ça, nous c'est permettent, étonnant. entourant l'affaire, c'est Vincent Larouche dans les pages de la presse qui était le premier à écrire là-dessus, Oui, oui. d'apprendre, parce que le pouvoir judiciaire, là, c'est un vrai pouvoir, mais c'est pas c'est le plus opaque aussi. On sait très peu de choses sur ce qui se passe en Oui. coulisses. Alors, si on se fie aux informations de Vincent Larouche, la juge qui poursuit en harcèlement psychologique au travail, c'est la juge qui était la plus fidèle à la juge Lucie Rondeau. Donc, c'était son adjointe, son bras droit. Elle faisait partie de l'équipe de direction de la Cour. C'est la seule qui a resté dans la OK. transition. Et au fond, elle prétend que le nouveau juge en chef entre toi et moi, là, pour résumer, il avait très hâte qu'elle parte et donc a eu des comportements à son endroit qui un manque de respect ou quelque chose dans le but vraisemblablement de provoquer son départ. Mais n'empêche qu'en lisant le reportage, d'abord, on apprend que leurs conflits ont une telle intensité que ça implique des poursuites entre juges. Ça permet du moins de confirmer que les décisions, disons, du nouveau juge en chef, de régler hors cours certains litiges, dont celui sur la nomination des juges. C'est-à-dire, on va arrêter de chicaner entre le politique puis le judiciaire devant les tribunaux, on va se parler puis on va trouver des solutions. Ça fait pas l'unanimité au sein de la direction et que cette juge-là, la juge Tremblay, elle était contre cette solution-là. On sait aussi que le règlement hors cours, Ouais. il a été signé seulement par le juge en chef
et qu'il y a toute une ambiguïté de savoir si les autres partis qui poursuivaient, le Conseil de la magistrature du Québec, les juges en chef adjoints, etc., vont être solidaires ou se désolidariser de l'entente négociée à l'amiable par le nouveau juge en chef. Donc, on voit toute la bisbille qu'il y a entre les juges et on apprend aussi dans le reportage un truc qu'on soupçonnait depuis un bon moment, c'est-à-dire que le nouveau juge en Oui. chef, il avait déjà été juge en chef adjoint, puis il avait mis fin à son mandat oui. durant les années Rondeau. Oui, sur la question des nominations. Est-ce que c'est la question des maintenant, on nominations dit. qui l'a amené à prendre un pas de recul? Est-ce que c'est le dossier C'est ce que j'avais des su. horaires, là, des moyens de pression associés aux horaires? On le sait pas. Moi, je pouvais pas savoir s'il avait pris un pas de recul par rapport à l'administration Rondeau pour des raisons de principe et de désaccord. Mais selon les informations de Vincent Larouche, oui, il aurait démissionné à l'époque par désaccord, étant convaincu que l'orientation très combative et confrontative de la juge Rondeau, c'était pas l'approche qu'il privilégiait. Donc, on voit comment, en quelque sorte, l'actuel juge en chef de la Cour du Québec était un peu un juge dissident dans l'équipe de direction de la juge Rondeau, et comment Henri Richard, hein, il s'appelle Henri et Richard. comment la juge adjointe Tremblay, qui aujourd'hui a démissionné et poursuit pour plus de 400 000 $ l'actuel juge en chef, elle aussi se retrouve à être dissidente. Comme quoi, il y a de la politique, il y a des combats, il y a des guerres d'influence de pouvoir au sein du pouvoir judiciaire. C'est juste il y a plus d'opacité. Et si demain matin, Oui. un ministre du gouvernement poursuivait le premier ministre, ou encore, on l'a vu au Parti libéral, si jamais un militant poursuivait en plainte, en harcèlement, un candidat potentiel à la chefferie, il y aurait un traitement C'est vrai? Fred Beauchemin, De Fred- il y aurait Fred un Beauchemin, traitement là, oui. médiatique de la plainte qui n'est pas tout à fait le même que celui qu'on réserve à ces chicanes entre juges. On a cette vision des juges sur leur nuage en train de jouer de la lyre comme s'ils étaient des dieux de Il faut l'Olympe. pas être naïf. Là où il y a du pouvoir, il y a des jeux de coulisses, il y a des gens qui sont en désaccord. Puis c'est pas facile d'inventer la manière pour Les le pouvoir humains. judiciaire de rendre des comptes, Ouais. parce que leur secret, leur confidentialité a certaines vertus. Mais en même temps, c'est fascinant de voir qu'on a un pouvoir particulièrement opaque. Bien, merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Alors, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, est avec nous. Bonjour. Bien le bonjour. Alors, comment vous avez interprété l'annonce d'hier en logement et en habitation là, de la part du gouvernement Trudeau? Est-ce que ça a été une surprise pour vous? Ouais. Sur l'annonce elle-même, ce dont on a besoin pour gérer la crise du logement, c'est de logement. Il a tout annoncé sauf des logements. Il a annoncé une charte qui va imposer des normes et des règles dans une juridiction québécoise. C'est son dada. Il se lève le matin pour dire au Québec et aux provinces, c'est moi le patron. Et oui, soutenir les locataires les plus vulnérables, c'est une noble cause. C'est la job de Québec. Puis après ça, je l'ai vu dans une perspective plus large. C'est avec aujourd'hui service de garde. Hier, c'était logement. Puis il n'y a pas si longtemps, c'était soins dentaires, puis assurance médicaments, puis refus des transferts en santé, puis refus de transférer des pouvoirs au Québec en matière d'immigration, même si c'est Québec qui a la charge, refus des remboursements à Québec. Ce gouvernement-là a aucune espèce de scrupule ou de gêne à dire mon adversaire ou mon vis-à-vis à Québec ne semble pas outillé ou déterminé à faire face à mes assauts sur ces juridictions, donc je vais y passer sur le corps. Et c'est un affaiblissement, morceau par morceau, des juridictions de l'État québécois. Cet État québécois dont on se dit qu'il va finir par être tellement faible qu'il n'y aura plus de velléité autonomiste ou de velléité indépendantiste, il va tellement être rendu, croit-il, tributaire d'Ottawa. À un moment donné, il va falloir tracer la ligne, dire OK, ça arrête ici, ça arrête maintenant. Le Québec garde ses juridictions. Ottawa n'a pas plus d'affaires à se mêler de services de garde au Québec que le Danemark ou l'Autriche. C'est pas de ses affaires. Si les Québécois aiment ou aiment pas ce que fait Québec, ben ils votent pour ou contre le gouvernement du Québec.
mais il ne donne pas la juridiction à l'autre territoire d'à côté sous prétexte qu'ils ne sont pas contents de ce qui a été fait cette semaine par leur gouvernement. Il n'y a personne dans le monde qui fait ça. Il n'y a aucun territoire dans le monde qui dit « Ouais, pas trop content de votre décision cette semaine, fait qu'on va s'annexer aux pays voisins pour cette juridiction-là. » Il y a quelqu'un qui m'a demandé aujourd'hui, mais pourquoi ils font toujours ça? Puis ma réponse spontanée, ça a été de dire leur sentiment national dans le reste du Canada, c'est à l'endroit du gouvernement. Alors, leur gouvernement national, c'est à Ottawa, alors qu'au Québec, on se tourne tout de suite vers Québec. Est-ce qu'il y a de cela, et même leur sentiment national, il va au mépris de la Constitution, qui, par ailleurs, ils considèrent comme un grand document? Est-ce que vous partagez mon hypothèse? Sauf le mot national, oui. L'État canadien a sa propre vision du futur de tout le monde qui est sur le territoire de l'État canadien, c'est-à-dire un État post-national ou anti-national, très multiculturaliste, très un assemblage de gens de toutes origines, de toutes confessions, de toutes convictions, qui ont en commun d'être un bassin de main-d'œuvre, d'expertise, un marché pour une économie qui est strictement au service de l'économie. C'est leur vision. La politique d'immigration du gouvernement fédéral, au final, c'est pas de bien accueillir des gens, c'est de reconstituer un bassin de main-d'œuvre souvent vulnérables par le nombre ou par la qualification, qui vont faire en sorte qu'on va baisser la pression sur la main-d'œuvre au bénéfice, encore une fois, du gros capital puis de la haute finance de Toronto. Le point le plus important, c'est que ce gouvernement-là en a contre l'idée de nation. Et la seule nation qui s'identifie comme telle à l'intérieur du Canada, outre les Premières Nations qui devraient beaucoup se méfier du gouvernement fédéral, mais la seule nation qui, à part les Premières Nations, s'identifie comme telle, c'est la nation québécoise, les empêcheurs de tourner en rond, les fatigants qui veulent faire reconnaître le français, les méchants qui veulent faire reconnaître la valeur de laïcité. Si on est capable de casser ça, on va casser ça et le Canada ne s'en portera que mieux. Est-ce que François Legault a une responsabilité dans tout ça? Parce que j'écoutais ce matin Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire puis Virginie Dufour du Parti libéral du Québec. Ils ont dit en gros, en abandonnant les locataires du Québec, ben, François Legault a déroulé le tapis rouge à Justin Trudeau pour qu'il s'ingère dans les compétences du Québec. Donc, Justin Trudeau fait la job à la place de François Legault. Avez-vous cette impression-là? C'est un raisonnement de fédéraliste à genoux. C'est comme si les agriculteurs de France, qui considéraient que le gouvernement français faisait pas la job, avaient dit on va s'en remettre au gouvernement allemand pour gérer l'agriculture en France. Mais c'est complètement farfelu. Quelqu'un qui a le sens national et le sens de l'État québécois va dire on va demander à l'État québécois de faire mieux, sinon mais ils voteront autrement aux prochaines élections. Mais on n'ira pas renoncer à nos compétences. Ça, j'ai vu ça plus qu'une fois à Québec solidaire. J'ai une certaine sympathie pour les souverainistes de Québec solidaire, mais attention, ça c'est un réflexe de fédéraliste à genoux. C'est ah non, Ottawa va être capable de faire beaucoup mieux que nous. Nous ne sommes que des Québécois après tout. Ça, il faut que ça cesse, il faut que ça arrête ce raisonnement-là. Demandons à l'État québécois de faire À l'heure mieux. des charges, Québec solidaire demande à chaque jour à François Legault d'agir. Oui, mais quand même ça, en matière de ça logement. ne décharge rien de personne. Si mettons que Québec fait pas ça comme faut, puis qu'après ça, Ottawa fait pas ça comme faut, on va demander à qui de le faire, les États-Unis? On est en démocratie, on élit un gouvernement, il est là pendant un certain temps. Puis si on n'est pas content du gouvernement, on en met un autre. On se fait pas assimiler par l'autre gouvernement d'à côté. Ça, c'est vraiment un complexe qu'on a développé au Québec et qu'on entretient même chez des gens qui se disent souverainistes. Si vous n'êtes pas content de la job de la CAQ, ben remplacez-la. Si vous êtes content, ben gardez-la. Puis essayez d'améliorer les choses entre-temps. Moi, je porte pas de jugement sur le travail de la Coalition Avenir Québec, mais je dis assurément que ce n'est pas Ottawa. Puis si vous pensez qu'Ottawa est un nid de gens hautement compétents, je vous invite à vous raviser. Mais à force de nier la Phoenix crise... à Rive-Can, en passant par les retards d'ailleurs dans leur propre programme de garderie, puis tout, le gouvernement fédéral est d'une extraordinaire incompétence en gestion, mais on dit, ben on va se tourner vers le fédéral. Quand même, François Legault a nié la crise du logement selon plusieurs observateurs. Là, et donc, est-ce qu'il n'a pas finalement créé un vide dans lequel s'est engouffré le fédéral? Le même raisonnement s'applique. On n'est pas d'accord avec ce que François Legault a dit. On ne change pas de gouvernement ou on s'en remet pas au gouvernement voisin pour autant.
Puis ce serait très naïf de penser que le gouvernement voisin il est compétent. Il ne l'est certainement pas davantage. Il a essayé de rentrer dans plein de dossiers. On n'a qu'à prendre l'immigration, les années de retard dans le traitement des dossiers, mais idéologiquement, on continue à avoir un système qui ne fonctionne pas. Ottawa n'est pas plus compétent que Québec. Les Québécois peuvent être contents ou pas contents de leur gouvernement. Ça ne nous suggère pas d'aller demander aux voisins de gérer nos affaires à notre place. Il n'y a rien qu'un Canadien est capable de faire qu'un Québécois n'est pas capable de faire. Le gouvernement Trudeau, est-ce que l'aiguillon principal qui l'a amené à se bouger, est-ce que c'est pas Pierre Poilievre qui s'est mis à parler beaucoup de logements il me semble qu'il y a quelques semaines, la question avait été posée à Justin Trudeau, c'est au mois, je pense que c'est cet automne, que vous ne faites rien en logement, puis il avait dit, c'est aux villes à agir, c'est aux provinces, puis là, finalement, il s'est mis à faire plein d'annonces en logement quand il a vu Pierre Poilievre agir. Avez-vous cette impression-là que ça a été un aiguillon? On parle de crise du logement depuis bien plus longtemps. On parle de crise du logement depuis que le marché intérieur était déjà saturé et qu'on a admis sur le territoire canadien, de façon permanente ou temporaire, des centaines de milliers de personnes qui, évidemment, et je ne leur reproche pas, eux, ils ne le savaient pas en s'en venant, qui créent une pression supplémentaire. Pierre Poilievre n'a jamais pris les devants sur un enjeu. Il n'a jamais dit « je vais être le premier à dire il y a un enjeu ». Il n'est qu'en mode reproche en général sur certains sujets. Mais c'est vrai que ce n'est pas bien géré. Ça reste, et là il y a une chose intelligente qui a été dite, ça reste quelque chose qu'on devrait d'abord remettre aux municipalités. Parce que les crises du logement ou la façon ou l'endroit où se vit la crise du logement d'abord et avant tout, c'est sur le terrain très immédiat. C'est dans les municipalités, en particulier dans les grandes villes, qui n'ont pas les moyens à elles seules de le faire. Elles sont des créatures de Québec, principe odieux à mon point de vue. Donc, Québec doit mais mettre de l'argent. Constitutionnellement, c'est vrai, oui. Et Ottawa doit envoyer de l'argent à Québec, qui doit envoyer de l'argent aux municipalités, dont M. Poilievre a eu l'odieux de dire que ce sont les responsables puis les gestionnaires municipaux, c'est des pas bons, puis lui serait tellement meilleur que les gestionnaires municipaux qui connaissent pas leur réalité. Là, on a déliré royalement. Les municipalités connaissent leurs besoins. Elles ont des projets qui sont prêts à sortir de terre, qui ne demandent qu'à être soutenus. Il faut que l'argent descende cette longue et lourde cascade qui part de Ottawa le riche vers Québec le pas riche, vers les municipalités franchement très pauvres. Qu'est-ce que Québec pourrait faire, là? Il parle toujours de ses options. Qu'est-ce que Québec pourrait faire pour arrêter l'ingérence continue du gouvernement fédéral dans les affaires du Québec et des provinces, dans les compétences des provinces? Avez-vous des options? Jadis, on votait pour le Bloc québécois. Est-ce que c'est rendu, on dirait, insuffisant? Dans ma compréhension, on vote encore pour le Bloc québécois. Et moi, j'ai une solution qui est extrêmement simple pour M. Legault, puis ça marcherait, là, instantanément. Ah, vous allez me dire l'indépendance. Parler d'indépendance, dire je vais considérer l'indépendance. Si on se dit les choses de façon fort simple, les gens qui votent pour la coalition Avenir Québec qui ont une tendance fortement nationaliste, ceux qui votent pour le Parti québécois qui est résolument souverainiste et la part de ceux de Québec solidaire qui sont souverainistes, ces gens-là se lèvent en même temps et disent on est tanné des ingérences d'Ottawa, on est tanné d'envoyer notre argent dans le pétrole, on est tanné d'être incapable de gérer notre propre immigration parce qu'il nous est imposé par quelqu'un qui a comme intention de nous nuire. Et donc, on est prêt à considérer un référendum sur la souveraineté. Je vous assure que les ingérences, ça va cesser, puis ça va cesser vite. Sinon, on va faire la bonne chose. On va considérer un référendum sur la souveraineté avec des chances sérieuses de le gagner. Et le Québec ne s'en porterait que mieux. À partir du moment où on renonce... M. Legault, il va dire ça, c'est le grand soir. Moi, j'aurais 3 autres options à vous soumettre, M. Blanchette. Je suis tout oui. L'article 94, on en parle dans une entrevue avec Patrick Taillon de l'Acte de l'Amérique du Nord de 1867 qui, finalement, interdisait en matière de droit civil au fédéral d'uniformiser les lois. Il pouvait uniformiser les lois dans les provinces de droit de common law, mais pas au Québec. C'est écrit dans la Constitution de 1867. Est-ce que ça pourrait être une option? Autre option, est-ce que ça serait le temps? On va les prendre une à la fois, j'y arriverai pas. OK, on les prend une à la fois. Je suis assez fan de Patrick Taillon en partant. Donc, quand il dit quelque chose, je donne de l'importance. Maintenant, depuis... C'est mon chroniqueur constitutionnel, donc article 94. Article 94, cela dit,
depuis 1982, on piétine largement du côté fédéral ce que sont les compétences et les juridictions, et il n'y a jamais de conséquences, il n'y a jamais de pénalité quand Ottawa ne respecte pas ses juridictions, parce qu'au-delà du processus judiciaire, le déséquilibre fiscal, donc Ottawa qui reçoit plus d'argent que ses besoins, Québec qui reçoit moins d'argent que ses besoins, Ottawa contrôle l'argent, donc Ottawa dit m'a tout te couper les vivres si tu commences à contester mes décisions. C'est ma deuxième option. Alors, première option 94. Deuxième, un renvoi sur le pouvoir de dépenser fédéral. Est-ce que les tribunaux pourraient pas en venir à encadrer le pouvoir fédéral de dépenser comme Stephen Harper l'avait promis, il ne l'a jamais fait? Ah, ce vieux rêve. Encadrer le pouvoir de dépenser d'Ottawa. Encadrer le pouvoir de dépenser d'Ottawa, c'est la moitié du chemin vers la souveraineté. Parce que c'est ça la conséquence du déséquilibre fiscal. Ça a l'air d'un grand mot. Il y a trop de syllabes dans ce mot-là. On n'aime pas ça dans nos médias. Mais la réalité, c'est ça. Le gouvernement fédéral a une capacité de taxation qui fait qu'il accumule des sommes plus importantes que ses besoins. Le directeur parlementaire du budget à Ottawa, qui est quand même pas un indépendantiste enragé, dit que dans quelques décennies, le fédéral va être probablement le seul pays du G7, peut-être de l'OCDE, à ne plus avoir de dette. Et il y aura des provinces qui seront littéralement en faillite parce que le fédéral reçoit plus d'argent que ses besoins et dit aux provinces, je vais t'acheter de gré ou de force tes juridictions et tes compétences. C'est intrinsèquement lié. La seule solution, ça serait d'augmenter la charge fiscale sur les contribuables, ce que personne ne veut faire, évidemment. Mais ma question, Yves-François Blanchette, c'est est-ce que ça prendrait un renvoi? Est-ce que le Québec pourrait aller devant la Cour d'appel puis dire, là, on conteste le pouvoir fédéral de dépenser qui est illimité. Ça n'a jamais été fait. Il n'y a jamais un tribunal qui s'est penché ou qui, là-dessus... Limiter les pires dommages du fédéralisme ne sera jamais aussi bon que la souveraineté. Mais oui, ça, je comprends, oui, j'embarque facilement là-dedans. On devrait, quelqu'un, un beau matin, dire « OK, c'est terminé. On va au moins essayer ça, parce qu'on ne peut pas perdre. » Si la Cour suprême, parce que c'est là qu'on s'en va, évidemment, si la Cour suprême dit « Oh oui, voici les limites au pouvoir du fédéral de dépenser », on vient de contenir une hémorragie qui nous fait très mal. Et si la Cour dit non, au nom du bien commun et d'une interprétation plus ou moins farfelue de la Constitution, le gouvernement fédéral a le droit de dépenser, on réalisera un petit peu mieux, un petit peu plus et un petit peu plus vite qu'on n'a rien à faire là. Ma troisième option, c'était est-ce qu'on pourrait imiter l'Alberta avec sa loi sur la souveraineté de l'Alberta et la Saskatchewan qui s'est donné une telle loi? Elle est d'emblée anticonstitutionnelle. La Constitution canadienne va le casser les genoux assez rapidement avec une telle volonté. Moi, je vais vous proposer une quatrième option. C'est que les régions du Canada s'inspirent de ce que fait le Québec et que chacune, le Grand Nord, le Pacifique, les Prairies, les Maritimes, l'Ontario, récupèrent l'entièreté de leur autonomie. Ils pourront même appeler ça souveraineté s'ils veulent appeler ça souveraineté et feront ensemble, à la pièce, des ententes sur ce qui leur convient. Et ils élimineront cette intrusion perpétuelle d'un gouvernement qui veut manger les compétences et les juridictions de tout le monde avec leur propre argent. On a même vu une étape nouvelle en matière de garderie. On va prêter l'argent des Québécois aux Québécois, on va les leur faire rembourser à Ottawa, mais entre-temps, on aura mangé. Pouvez-vous préciser? Je n'étais pas au courant. On va prêter ça va être de l'argent? 1 milliard de prêts pour les services de garde. Un prêt, ça se rembourse. Donc, on nous prête notre propre argent. 1 milliard de prêts, ça ne sera pas une compensation? Il y a des prêts. Il y a une entente sur les garderies? Il y a un ensemble de prêts. Il y a toute une analyse. L'entente de 3 milliards, est-ce que ça tient encore? On présume que ça tient encore, mais il faut faire un... M. Trudeau annonce quelque chose qui va être dans le budget. Donc, il faut qu'il y ait des petits bouts qu'on ne sache pas, parce que c'est un outrage au Parlement d'annoncer ce qu'il y a dans le budget avant de sortir le budget. Il y a toute une analyse à faire. Mais il fait des annonces, puis il fait des gorges chaudes, puis il se tape sur le thorax. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir analyser ça. Mais on doit réaliser une chose, et ne serait-ce que ça, on aura progressé. Le gouvernement fédéral multiplie les intrusions dans les compétences du Québec et des provinces qui n'ont pas les moyens financiers de lutter contre l'intrusion du fédéral et qui se font affaiblir dans une centralisation qui va nuire à tout le monde et qui va littéralement détruire l'État québécois ou la nation québécoise telle qu'on la connaît ou telle qu'on l'a construite depuis la Révolution tranquille.
Le prochain budget, là, vous allez voter contre, j'imagine, avec ces intrusions-là. Mais pensez-vous que le NPD pourrait aussi voter contre? J'entendais Thomas Mulcair, hier, ancien chef du NPD, à la Joute, qui disait « J'ai l'impression que le NPD pourrait aussi voter contre en vertu de la déclaration de Sherbrooke. » Et donc, ça veut dire des élections à court terme, là. Je pense que M. Mulcair met un peu en valeur un bout de son propre héritage, mais je ne pense pas que le NPD actuel se reconnaisse dans la déclaration de Sherbrooke. Un des exemples de ça, c'était dans la dernière intrusion. M. Boulris a dit non, le Québec a le droit de se retirer avec pleine compensation en vertu de la déclaration de Sherbrooke. Il s'est fait joliment taper sur les doigts. Le Québec n'a pas le droit de se retirer du programme en vertu de la déclaration de Sherbrooke, ni de quoi que ce soit d'autre. Il n'a pas le droit de se retirer, point. C'est imposé par le fédéral. Maintenant, moi, j'ai dit que ma première condition pour le prochain budget, s'il y avait un sou d'ingérence dans les compétences du Québec, je votais contre. Donc, on est bien au-delà de ça. On est bien au-delà de ça. Je vais voter contre celui-là. J'ai voté contre le dernier. J'ai voté contre l'autre d'avant. J'ai voté contre la mise à jour économique. Quoi qu'en dise le chef d'un autre parti politique qui dit qu'on vote avec le gouvernement libéral sur les enjeux budgétaires. Vous êtes copain. Tout à fait. Mais bon, on se retrouvera, pour moi, le plus tôt étant le mieux, là où on pourra avoir des discussions sans qu'ils se sauvent à la course à chaque fois que j'arrive à quelque part. Ils se sont sauvés à course de là-haut sur la colline aussi. Je les ai invités, puis ils ne voulaient pas venir, les libéraux. Ah, mais Paul Larocque a invité à un débat, une discussion publique avec moi, puis bon, ça n'a pas marché. Ben, vous êtes invités, sûrement. On va se réessayer ici à là-haut sur la colline. Merci infiniment, Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois. Toujours un plaisir. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.